arrivant à cette époque-là, en 1973, je ne connaissais pas du tout la situation. J'avais une vision d'un Corse de l'extérieur. Et j'avais une vision un peu mythique de la Corse, comme souvent les gens de la diaspora, et une méconnaissance totale de la situation, je dirais, économico-financière, culturelle en vigueur. Et donc, là, j'ai été plongé dedans. J'ai d'ailleurs fait la connaissance assez rapidement, entre 1973 et 1974, d'Edmond Simeoni, avec qui j'ai eu de longues conversations à l'époque, parce que je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous dites ça, ou que vous faites ces actions? Et il m'avait fait tracer un portrait. Et c'est vrai qu'au contact de l'actualité, après, j'avais constaté que le portrait qu'il m'avait fait était assez proche de la vérité. Le territoire, c'était la déréliction. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de perspective. Et tout le monde partait. Mais partait, faisait des carrières quand même. Quelquefois dans des petites catégories, mais d'autres fois dans l'élite. Donc il n'y a pas eu de discrimination sociale à l'égard des Corses, mais il y a eu un abandon du territoire. Ça, c'est indiscutable. On l'a laissé presque mourir. Escalière, c'est pas un peu ça aussi? Il y avait de ça. Parce que dans la contestation de l'Arc, il y avait aussi le sous-développement de la Corse. Nous, à l'époque, notre différence, c'était... Eux, ils avaient publié Autonomie en 1974, et nous, nous avons publié Les raisons de la colère en 1974 aussi. Et nous expliquions qu'il y avait eu des investissements sélectifs dans le tourisme et dans l'agriculture, mais de manière très sélective. On avait créé ce qu'on avait appelé à l'époque des îlots de profit. C'est pour ça que notre texte disait « faut les grands des capitalistes ». C'est-à-dire que c'est le système capitaliste qui avait amené cette situation en l'aggravant. Avant, il abandonnait et après, il investissait à sa manière en créant sur place de la richesse, mais une richesse qui n'était pas pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'il y a il y a eu une cotisation en côte orientale. Au début, en 1965, on a rappelé ça qu'en 65. Donc c'était 10 ans avant Valéry, on coupait déjà des vignes de pieds noirs. Il y avait des actions clandestines parce que les crédits de la Vivac qui étaient destinés à la Corse ont été destinés aux pieds noirs. On peut comprendre des choses, mais enfin, ça a créé une injustice totale. Et ça a justifié la révolte, d'une certaine manière. Tout ça, ça l'expliquait. Elle n'était pas prise en compte comme il se devait. À qui la faute? Au gouvernement qui n'appréciait pas ou aux représentants de la Corse qui ne se faisaient pas apprécier? Un peu des deux. Un peu des deux. Bon, on a eu, dans la démarche de Liberbou, dans la mission de Liberbou, comme on l'appelait, une occasion d'espérer. Je me rappelle, je n'ai aucun mérite à le dire aujourd'hui, mais je me rappelle que l'angoisse allait crescendo. À 36 ans précisément, en observant, en connaissant les jeunes, nous avions le même âge que ceux qui revendiquaient, je sentais qu'on n'aurait pas pu arrêter l'incendie si on traînait en ne prenant que des mesures superficielles ou insuffisantes ou inadaptées, non respectueuses des spécificités. La Corse avait vécu tous les drames que vous savez, c'est-à-dire le long départ par l'immigration, les catastrophes des guerres. On était persuadés à l'époque partout que la Corse était pauvre. Bref, c'était une situation qui était une situation de tristesse et défensive. Et nous, on s'était rendu compte que tout était en train de s'effondrer. Il y a eu cette espèce de mouvement, de résurgence, je dirais, qui a fait qu'il fallait que nous prenions les choses en main, que nous donnions à notre action un sens positif, de défense de notre langue, de notre université qui n'existait plus, de la politique des transports qui était une catastrophe. On a découvert au fur et à mesure. Et donc on a commencé à formaliser les choses petit à petit, parce que c'était pas carré comme aujourd'hui. Et nous avons petit à petit bâti comme ça un programme et surtout une action sur le terrain, une action militante. Difficile,
parce que la classe politique était tétanisée par cette irruption d'une génération nouvelle qui n'était pas dans les normes politiques usuelles. Et donc, il y a eu 2 Corses qui se sont dressés à un moment donné, une Corse traditionnelle, autour des élus traditionnels du clan, et puis nous qui essayons d'agiter un peu le cocotier pour essayer que les choses changent. Je ne vais pas décrire l'état des lieux à l'époque, mais c'était catastrophique, hein. Il n'y avait aucune conscience d'une approche corse au niveau politique, au niveau de la construction sociale, et culturelle et économique. Donc on était complètement dans un autre monde. Et c'est pour changer ce monde-là que nous avons secoué le cocotier. Les attentats, ce n'était pas des folklores. Bon, il y en a eu des centaines. Il y en a eu des centaines, non. Folklore, c'était pour les années... Il n'y avait pas grand intérêt non plus. Non, le folklore, c'était pour les années 50, hein, mais après, ce n'était pas du folklore. Bon, il y avait une certaine incompréhension, on se disait, bon, pourquoi Et cette question, je pouvais me la poser moi-même. Hein, pourquoi des attentats? Et pourquoi des souffrances? Pourquoi des violences? Alors que, bon, il y a à discuter, et la discussion ne s'est jamais interrompue, à ma connaissance. Bon. Voilà. C'est vrai que le discours était, ou la situation en Corse était difficilement compréhensible si l'on ne voyait pas qu'il y avait un besoin de décentralisation. Ça c'est clair. On sentait qu'on allait au drame. On sentait que la situation était de plus en plus explosive. Il y avait de la part du pouvoir giscardien, comme on dit à l'époque, et surtout du ministre de l'Intérieur, Poniatowski, une volonté d'en découdre. Et moi, j'avais essayé depuis le mois de janvier 1975, qui a précédé, en tant que secrétaire national du parti, chargé un peu des questions corse, j'avais essayé de persuader Pierre Mauroy d'avoir une proposition socialiste bien claire sur la Corse.